Bonsoir à tous, merci d'être sur ce nouveau numéro de Putsch Live. Ce soir, c'est un format un peu particulier. On est à la rédaction, on s'est déconfiné et on est maintenant dans les locaux de Putsch. Et nous avions eu un problème avec l'émission avec le professeur Christian Perron. Et nous revoilà. Professeur, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, très bien. Très bien. Vous voilà, vous nous avez pas voulu de ce problème technique vendredi dernier. Donc vous êtes venu ici jusqu'à la rédaction de Putsch. En tout cas, merci, vous êtes nombreux. Donc professeur, je vous présente pour ceux qui vous connaissent pas, parce qu'il y en a encore qui vous connaissent pas. Donc je vous présente, mais format CV, hein, pas le format de ce qu'on lit sur Internet. On va vous présenter, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Vous avez publié aux éditions Albin Michel. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Vous êtes aussi spécialiste de la gestion des crises sanitaires. Vous avez quand même un énorme CV. Pendant 15 ans, vous avez été conseiller en matière de santé publique au ministère de la Santé. Également expert pour les agences françaises et européennes du médicament, l'Organisation mondiale de la santé, le Haut Conseil de la santé publique, etc., 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 etc. Et votre livre, il est parmi les meilleures ventes. Voilà, aux grandes dames de certains et de certaines. Donc ce soir, on vous reçoit sur Putsch. On est très, très, très content de vous recevoir. Alors là, je vais reprendre, première question, professeur. Je vais reprendre les mots de notre confrère André Berkoff qui disait, quand vous êtes passé chez Sud Radio, dans son émission à midi, que ce livre était encore mieux qu'une commission d'enquête parlementaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce livre, j'ai repris jour après jour tout ce que les personnalités politiques, les experts avaient dit. Et puis en sachant qu'ils disaient quelquefois une chose une semaine et puis l'inverse 15 jours plus tard. Et donc ce livre, c'est juste je n'ai fait que reproduire, de retranscrire la réalité des discours des différentes personnalités, en mettant un petit peu d'humour de temps en temps, parce que quelquefois c'était cocasse. Cocasse pas pour les morts, malheureusement, mais cocasse pour la gestion, parce que je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Au début, j'ai fait confiance aux autorités, je pensais qu'ils allaient gérer comme d'habitude, que ça allait être bien. Puis au fil des semaines, comme tous les Français, comme vous, moi, je me suis rendu compte que ça n'allait plus du tout, que c'était des décisions soit n'étaient pas prises, soit étaient complètement loufoques. Et à un moment donné, je me suis un peu énervé. Alors, parce qu'au début, je n'étais pas allé sur les plateaux de télé, je ne me sentais pas légitime. Il y avait des experts qui étaient officiels. Moi, je n'étais plus président du Haut Conseil de la santé publique. Puis vous aviez confiance, professeur. Vous le disiez vous-même, vous aviez confiance. J'avais confiance, bien entendu. Et puis, quand j'ai vu que ça déraillait, alors je suis allé un peu sur les plateaux de télé pour essayer de dire, bon, là, ça ne va pas. Et puis j'ai vu qu'on ne m'écoutait pas. Alors à la fin, j'en ai eu marre. J'ai arrêté les plateaux de télé, j'ai écrit un livre. Voilà, c'est juste pour montrer que la gestion a été vraiment calamiteuse. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, votre livre, c'est un carton absolu. Hein. Oui. Il est en tête des ventes. Je crois d'ailleurs, même, on le disait en termes devant le livre de Nicolas Sarkozy. Enfin, c'est vraiment le carton absolu. Une question, et après, on va passer vraiment au fond du problème de ce livre passionnant, je le répète. Hein, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise aux éditions Albin Michel? Vous l'expliquez comment, professeur, le succès absolument fulgurant, exponentiel pour le coup de votre livre? Je pense que parce que ça touche les Français, parce que j'ai parlé avec le langage des Français, de la population, et que tout ce que je marque dans le livre, il y a les sources et les références. Quelquefois des gens m'ont attaqué en disant mais Perron c'est un scandale, il fait de la diffamation. Il y a zéro diffamation. D'ailleurs, s'il y avait la moindre trace de diffamation dans mon livre, j'aurais déjà été attaqué en justice. Il n'y a pas de diffamation. Je n'ai attaqué personne. Je n'ai fait aucune entrave au code de déontologie médicale, contrairement à ce qu'ont dit certains. Et je pense que j'ai touché les Français. Ils me l'écrivent tous les jours. Hein. Quand je dis les Français, ça peut être vraiment des gens de toute la population. Un conducteur d'autobus, un postier. Ouais, vous recevez beaucoup de messages, vous disiez. Hein. Sans arrêt, j'en reçois des centaines tous les jours. Ça peut être des professeurs d'université, mes anciens patrons, des anciens membres de l'Académie de médecine. Beaucoup de gens me disent bravo pour ce que vous faites. Et je pense que j'ai touché les Français parce que je m'exprime avec leur langage. Et ils ont l'impression que je dis tout haut ce qu'ils n'osent pas dire parce que quelquefois, les gens n'ont pas la possibilité de s'exprimer vis-à-vis de leur employeur, vis-à-vis de la société. Et moi, j'ai rien à perdre. J'ai été président de toutes les commissions en maladies infectieuses. Tout ce que je dis est sourcé. Il y a des références scientifiques. Donc, moi, je suis à l'aise pour le dire. Mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas se permettre forcément de dire tout ça. Donc, je pense que les Français, en tout cas, c'est ce qu'ils m'écrivent tous les jours. C'est incroyable. J'ai jamais vu des lettres aussi chaleureuses. Même des personnalités politiques aussi que je ne vais pas citer aujourd'hui, mais tout le monde me dit bravo pour ce que vous faites. Et ça me fait chaud au cœur. Alors,
On va vous poser une question. On en est où? Une question d'actualité au jour J. Là. On en est où de ce virus? Vous disiez chez les grandes gueules hier que finalement, je vous cite, hein, certaines souches du virus ont perdu une partie de leur génome. Il est moins virulent. On est en plein délire. Oui, parce que ça peut être avec un virus ou une bactérie. Là, c'est un virus. Quand il y a un virus qui est tout nouveau pour l'espèce humaine, c'était le cas. Ça, on peut le voir dans l'histoire depuis des siècles. Un microbe qui est nouveau pour l'espèce humaine, il peut être quelquefois très virulent au début, faire beaucoup de morts, et après, à force de passer d'homme à homme, il s'habitue, il perd de sa virulence. Si vous regardez l'exemple de la syphilis, qui est une bactérie, quand il y a eu la grande épidémie de syphilis il y a quelques siècles, la syphilis au départ tuait. Maintenant, la syphilis, c'est une maladie à transmission sexuelle, mais qui ne tue plus, quoi, que c'est une maladie chronique. Donc, il y a des exemples comme ça, plein d'histoires. Et ces virus nouveaux, quand ils s'attaquent à l'homme, ont la fameuse courbe en cloche, où ça monte très haut, il y a beaucoup de cas, il y a des morts malheureusement, puis ça redégringole. Et là, on est tout à fait en bas de la courbe, et maintenant, on a des cas résiduels. On va nous faire croire que la deuxième vague arrive, je n'ai toujours pas vu arriver. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une deuxième vague. Si jamais le virus avait la mauvaise idée de muter, de revenir virulent, pourquoi pas, je changerais de discours. Je dis, bon, faut repartir au charbon et reprendre des mesures maximum. Mais là, c'est totalement délirant alors qu'on voit que ce virus perd de sa virulence. Il y a encore quelques cas dans les hôpitaux et l'épidémie n'est pas terminée. Il y a des cas, mais maintenant, c'est dans les hôpitaux, c'est quelques cas, alors qu'avant, il y avait des dizaines de lits qui étaient occupés en permanence, des réanimations qui étaient saturées. Je n'arrive pas à comprendre qu'on nous fasse croire que l'épidémie est en train... J'ai entendu quand même le ministère, la Direction générale de la santé, dire encore cette semaine croissance exponentielle de l'épidémie. Alors qu'il y a de moins en moins de cas. Oui, c'est un mot qui revient assez souvent et depuis que quelques jours. Là. Les personnes hospitalisées sont de moins en moins nombreuses. Alors quelquefois, il y a une semaine, ça remonte un petit peu, mais ça redescend la semaine d'après. Que ce qui compte, c'est les hospitalisations et les décès. Les décès, il y en avait 500 par jour il y a quelques mois. Maintenant, c'est entre 10 et 20. Et puis, quand moi je vois les personnes qui décèdent à l'hôpital, ce sont des gens extrêmement âgés, qui ont beaucoup de maladies sous-jacentes qui les fragilisent. Et on pourrait tout à fait les traiter par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine très tôt, il n'y aurait plus de décès. Donc, cette maladie, on peut parfaitement la contrôler. Il y a des traitements qui marchent à quasiment 100%. Et on tombe en plein délire en disant il n'y a pas de traitement. Si vous regardez toute la classe politique, pas tous, mais enfin ceux qui sont au pouvoir, et puis beaucoup d'experts disent qu'il n'y a toujours pas de traitement pour le Covid, alors qu'il y a maintenant énormément de publications qui sortent qui montrent que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine marchent super bien. Il n'y a quasiment pas une semaine où il n'y a pas une nouvelle publication qui le dit, de différents pays. Donc là, je dois dire, je ne comprends plus, l'épidémie est en train de se terminer et on nous fait peur. Alors on nous fait peur, pourquoi? Parce que on multiplie, alors qu'au départ, on n'avait pas de tests quand il en fallait. Maintenant que l'épidémie se termine, ils font 700 000, 800 000 tests par semaine. Et Olivier Véran était tout fier d'annoncer l'autre jour, on va passer à 1 million de tests par semaine. Mais je dis, attendez, c'est du délire, stop. On ne fait jamais un test PCR où il y a 3% de faux positifs. C'est-à-dire que c'est pas le test n'est jamais parfait. C'est comme ça en médecine, il y a des imperfections. Un test PCR, en général, il y a à peu près 3% de faux positifs. C'est-à-dire qu'on vous met le truc dans le nez pour chercher le virus. Et puis, dans 3% des cas, il n'y a pas le virus, mais le test est quand même faussement positif. C'est ça, un faux positif. Donc, on va inventer des gens qui sont en pleine forme, qui n'ont aucun symptôme. On va les dépister parce que leur entreprise a décidé de dépister tout le monde. Moi, j'ai vu des gens hier faire la queue dans la rue. Il y avait une queue de 100 mètres dans une rue à Paris. Je ne comprenais pas pourquoi. Il y avait un laboratoire d'analyse médicale. C'est du délire total parce que si Olivier Véran est suivi et qu'il y a vraiment 1 million de tests par semaine, on aura 30 000 faux positifs par semaine. Sans compter les vrais positifs, parce qu'il y a quand même des gens qui ont vraiment le virus, mais qui sont peut-être moins nombreux, mais qui n'ont pratiquement pas de symptômes. C'est des sujets jeunes qui ont un petit rhume, une petite grippe ou une bronchite et qui ont le virus, mais on s'en fiche complètement. Ce qu'il faut, c'est un non-sens scientifique de faire un test comme ça en dépistage de masse. J'ai vu la même chose avec la tuberculose. Quand les PCR tuberculose sont sortis, il y a des gens qui disent on va faire la PCR à tout un hôpital. Automatiquement, si vous faites à tout un hôpital où il y a 1000 malades, vous allez avoir 34 tuberculoses qui n'ont pas la tuberculose. Ces examens doivent être ciblés sur des gens qui ont vraiment, par leur signe clinique, une forte probabilité d'avoir la maladie. Alors, si de temps en temps il y a 2-3% d'erreurs, ce n'est pas grave si on cible sur des gens qui sont vraiment à risque, ou leur entourage, même leur entourage qui n'a pas de symptômes. Mais
c'est une erreur scientifique extrêmement grave. Et, alors, les experts du comité scientifique à l'Élysée cautionnent ça. Le ministre est très content de ça. Pourquoi? Parce qu'ils entretiennent la peur en disant, regardez, l'épidémie repart à la hausse, mais tout ça, c'est bidon, c'est pas des malades. Alors on va revenir, hein, on va revenir là-dessus, professeur. Mais je vais encore. Le sous-titre de votre livre, c'est Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Vous nous disiez au début, j'avais confiance, je me suis dit bon, on va arriver à gérer. Finalement, vous êtes spécialiste de ça, en plus de la gestion de la crise sanitaire. J'ai envie de vous dire pourquoi ont-ils menti aux Français et quand est-ce que vous comprenez, selon vous, que ça bascule et que là, les pouvoirs en place ou le conseil scientifique, vous me direz, partage un peu dans la semoule pour essayer et met le confinement. Moi, j'ai compris où ça n'allait pas quand on nous a dit que les masques ne servaient à rien. Parce que déjà, moi, quand je présidais la commission du Haut Conseil de la Santé publique, j'ai signé une recommandation à la demande du gouvernement de l'époque, le 1er juillet 2011, je m'en souviens, recommandant aux autorités comment gérer les stocks de masques. C'est écrit, vous pouvez le retrouver sur le site du Haut Conseil. Je l'ai relu parce qu'après, je me suis dit peut-être qu'on a écrit des bêtises. Non, pas du tout. C'est parfait. Si le gouvernement avait suivi pendant les années suivantes ce texte, on n'aurait pas été dans cette pénurie de masques. Malheureusement, des hauts fonctionnaires, fin 2011, donc la même année, on dit ouais, les masques, ça ne sert à rien, on n'en veut pas. Donc là, il y a quand même une grave erreur de gestion. Après, quand il y a eu l'histoire des tests, je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas avoir de tests alors qu'en Allemagne, ils en avaient plein. On pourra revenir là-dessus pour les raisons précises de ça. Et après, quand il y a eu l'hydroxychloroquine, là, je n'ai pas compris du tout, parce que quand il y a eu le fameux SRAS, le premier coronavirus chinois, il y a plusieurs années, les Chinois avaient publié que ça marchait. Ils l'avaient publié au laboratoire, ils l'avaient vu chez des malades, même dans la grande revue de Lancet à l'époque. Fameuse revue de Lancet, voilà. Mais on en parlera. Et Anthony Fauci, maintenant qui est un anti-chloroquine féroce, à l'époque avait dit que la chloroquine, effectivement, marchait bien sur les coronavirus. Donc les Chinois se souvenaient quand même de ça et ils l'ont utilisé largement. Ça a marché. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de faire beaucoup d'études parce que l'épidémie s'est cassée la figure. C'est tant mieux pour les Chinois. C'est que du fait du confinement, peut-être tout ça, ça s'est arrêté. Mais après, donc il y avait quand même des études chinoises très bien faites, randomisées, tirage au sort chez des gens qui avaient des pneumonies débutantes, hydroxychloroquine ou pas de traitement. C'était un large bénéfice pour l'hydroxychloroquine. Malheureusement, après, il y a eu des études même chinoises qui étaient honteuses, qu'on cherchait à discréditer la chloroquine. Je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais s'il faut, j'ai toutes les références. Et après, il y a eu la première étude de Raoult sur 24 malades, qui était déjà excellente parce qu'il montrait, quand on mettait hydroxychloroquine, azithromycine, la chute de la charge virale avec des tests très significatifs sur le plan statistique. Et quand un test est très significatif sur 24 malades, c'est beaucoup plus puissant que sur un grand nombre de malades. Mais les gens n'ont pas compris que quand c'est significatif sur un petit nombre, c'est très puissant en mathématiques. Donc, il y avait déjà l'évidence. On s'est moqué de lui, 24 malades, c'est n'importe quoi. Après, il en a fait 80, 1500, 3500. On a continué à se moquer de lui, alors que les résultats sont parfaits. On est beaucoup moins morts à Marseille que dans le reste de la France. Et oui, parce que c'est normal, à Marseille, les malades sont moins graves. Pourquoi ils étaient moins graves à Marseille ? C'est très choquant. Raoult, il n'a pas acheté les vieux qui étaient très malades dans la Méditerranée, ou il les a pas mis dans il y aurait une régionalisation de la charge virale finalement. Voilà. Il les aurait mis dans un TGV pour aller mourir à Strasbourg, à Paris. Ça n'a strictement aucun sens. Mais tous les collègues de la France entière ont été tellement ulcérés que ça leur éclate à la figure que dans leur service, on était plus morts qu'à Marseille. C'était violent pour eux. Et ils ont réagi avec des comportements totalement irrationnels en disant Raoult, c'est un gourou, il fait n'importe quoi. Et ça, c'est totalement honteux. Ce n'est pas de la science. Il faut regarder les chiffres, il faut regarder les résultats fantastiques que Didier Raoult et toute son équipe ont eu à Marseille. Et Raoult, ce n'est pas le gourou avec ses cheveux longs qui est isolé dans son coin, qui fait n'importe quoi. Il a toute une équipe derrière. Moi, je les connais, le professeur. Il y a eu beaucoup de connaissances, on en rappellera auprès du professeur Raoult, finalement. Ah oui. Il y a autour de lui, il y a le professeur Bouquet, le professeur Parola, Jean-Christophe Lagier, il y en a plusieurs. Tous les microbiologistes de Marseille qui sont des gens hyper compétents. Comment on peut dire que tous ces gens-là sont des fous furieux, avec 3500 malades. Alors après, on a dit oui, d'accord, ils en ont traité 3500, mais il n'y a pas de groupe placebo, donc ça ne vaut rien. Là, je dis c'est un scandale scientifique. Le placebo a été inventé par les Anglais il y a longtemps. Quand un traitement ne marche pas très bien, parce que un placebo, le fait de prendre un comprimé, de penser qu'on va aller mieux, peut-être qu'avec l'effet psychosomatique, dans 20% des cas, les gens se sentent un peu mieux sur le moment, mais ça ne marche pas quand vous avez une maladie mortelle.
Donc, pour un médicament qui n'est pas terrible, on l'a vu dans l'histoire, avoir un placebo, c'est bien pour voir si ça fait quand même mieux que rien. Mais quand un médicament marche à plus de 95%, et le placebo, on s'en fout, mais à la poubelle, ça ne sert à strictement à rien. Dans l'histoire, il y a eu plein de médicaments qui ont été validés sur des cohortes, quelquefois des petits nombres de malades. Si ça marche à 100%, le médicament marche, point barre. Et on voit la communauté scientifique qui continue à dire, mais Raoult, et puis en plus, ils ont dit, Raoult est isolé dans le monde. Maintenant, il y a des dizaines d'études dans le monde. Alors, il y a des études randomisées, d'autres pas randomisées. Randomisé, c'est Voilà, ce que j'allais vous dire, randomisé pour nos lecteurs. Alors, randomisé, ça vient de l'anglais random, le hasard. C'est-à-dire qu'on tire au sort les gens avec leur consentement pour recevoir soit le vrai traitement, soit un placebo. C'est un placebo, c'est un faux médicament. Soi-disant, bon, c'est vraiment le must pour montrer que ça marche. Mais quand un traitement marche à presque 100%, on n'a pas besoin d'avoir un tirage au sort avec des gens qu'on tire comme des lapins pour leur donner un faux médicament, pour dire, vous voyez, ben, ceux-là, ils sont tous morts. C'est vraiment honteux sur le plan éthique. Je ne comprends même pas que En plus, Jean-François Delfraissy était président du Comité national d'éthique, hein, qui est le président du Conseil scientifique à l'Élysée. Comment, une seule seconde, ils ont pu accepter ça, alors que les mêmes, le professeur Yazdan Pana et tout ça avaient publié il y a quelques années, quand il y avait l'épidémie d'Ebola en Afrique, en disant que ce n'est pas toujours éthique d'utiliser un placebo. Et même quand l'OMS a publié des recommandations il y a plusieurs années en disant qu'il y a des situations, ce n'est pas éthique d'utiliser un placebo. Quand il y a urgence, on n'a pas le temps, il faut y aller. Oui. Alors, on est toujours avec le professeur Christian Perron pour ce livre-là. Vous êtes très nombreux actuellement sur le live. Merci beaucoup. Cette interview va se prolonger. On va aborder les sujets putsch, tabous, explosifs, sur les laboratoires pharmaceutiques, sur effectivement les connivences qui peuvent exister entre les uns et les autres. Professeur Raoult, l'hydroxychloroquine, tout ça. N'hésitez pas à partager ce live sur Facebook, à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne sur YouTube et également le retweeter sur Twitter parce qu'on est aussi diffusé sur Twitter. Merci beaucoup, professeur Christian Perron, d'être là avec nous dans les locaux de Putsch aujourd'hui pour un format un peu spécial de l'émission. On va continuer. Alors moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, professeur. C'est on a quand même beaucoup criminalisé, voire infantilisé les Français sur les gestes barrières. J'ai l'impression que les Français, quand même, on a plutôt bien respecté le confinement, me semble-t-il, par de moi. Moi, je pense qu'on a vraiment pris les Français pour des cons, pardonnez-moi l'expression, parce qu'on a voulu les culpabiliser. Alors qu'il n'y avait pas de masque, on leur disait il n'y a pas besoin de masque, ça ne sert à rien. Puis les mêmes disaient 2 mois après si les masques c'est très important. Et alors, on leur dit vous ne savez pas bien mettre le masque. À chaque fois, on a rejeté la faute sur les Français qui ne faisaient pas bien. Moi, je veux dire que les Français ont été parfaitement disciplinés. Bon, il y avait quelquefois quelques dérapages à droite à gauche, mais globalement, les Français ont joué le jeu, ont cru aux autorités. Mais c'est que les décisions politiques étaient mauvaises. Ce n'est pas la faute des Français. Donc, on a vraiment pris les Français pour des enfants. On leur a fait la leçon. Et les Français commencent à réaliser, parce qu'au début, c'est normal, ils ont fait confiance au gouvernement. Comment un gouvernement pourrait prendre des décisions qui vont contre nous, ça paraît... Que on était sidérés. Oui. En tant que Français, nous, citoyens moyens, on était sidérés. Au début, on était confinés chez nous. On se dit qu'est-ce qui va nous arriver si on sort. Et les Français ont eu très peur. Après, ils ont eu moins peur. Maintenant, on leur refait peur. Je n'ai jamais vu une nouvelle peur comme ça aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de maladie, quasiment. Tout ça, c'est un peu de la manipulation de masse. Et je suis très inquiet parce que je trouve qu'il y a une dérive grave. On ne peut pas utiliser une pandémie pour manipuler les gens pour des raisons politiques ou économiques. Oui, alors je vous rappelle, vous êtes quand même, professeur Christian Perron, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Donc ça est plein un CV énorme, donc vous avez quand même 2-3 idées sur l'histoire, si vous êtes spécialiste de la situation et notamment de la gestion des crises sanitaires, ce qui est important, parce que là aujourd'hui, pour en finir sur les masques, là, on nous oblige aujourd'hui à remettre le masque, d'à peu près énormément de villes en France, on a du mal à comprendre. On a l'impression qu'on est en train de sortir un peu de la crise sanitaire et qu'on nous remet les masques, qui c'est 135 € d'amende. Le coût des masques aujourd'hui, c'est totalement débile. Alors qu'on garde le masque chez les soignants ou quand il y a des personnes qui vraiment sont malades, projettent des sécrétions contaminantes pour leur entourage, dans certains lieux clos, il y a un risque, c'est très bien, je ne suis pas contre le masque en soi. Mais dire à tous les gens dans des open space où tout le monde est en pleine forme, porter le masque toute la journée, ils étouffent les pauvres. Alors, il faudrait dire, si jamais vous avez un rhume, une grippe, vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous, faites-vous tester, puis on teste l'entourage, c'est très logique. Puis s'il y en a un qui est malade, on lui donne l'hydroxychloroquine, l'azithromycine tout de suite, et puis il est guéri, on n'en parle plus. Ça, c'est une gestion logique, correcte.
mettre tous les adultes déjà dans les bureaux partout avec un masque, ça me paraît un petit peu bizarre. Les écoles, c'est totalement délirant. Moi, je suis en contact avec des profs d'école qui sont paniqués parce que les gamins, ils n'arrêtent pas de l'enlever, de jouer avec. Bientôt, ils vont s'en servir pour lancer des boulettes parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils se les échangent pour rigoler. Donc, c'est du grand n'importe quoi, parce qu'en plus, ils se contaminent en touchant les crayons. Si jamais il y avait le virus dans la classe, oui, par le toucher, effectivement, ce que dit là le professeur Raoult. Hein, bien sûr, et puis les enfants font des formes extrêmement bénies. Il y a eu quelques exceptions, il y a eu quelques cas de syndrome décès dans le monde, mais c'était rarissime. Bon, malheureusement, ça s'est produit, mais les changements de population, le risque est quasi nul. Donc on culpabilise tout le monde. Et puis le masque dans la rue, c'est du grand délire. Je n'en attrape pas. Quand on demande maintenant presque dans les cyclistes, je crois que c'était supprimé, mais même les motos. Ils n'ont pas trop su. Hein. À Paris, ça a été non, puis ça a été oui. Moi, je vois les cyclistes avec les pauvres, je ne sais pas comment ils font pour pédaler avec le masque sur le nez. Et même les motards, maintenant, qui doivent porter le masque quasiment sous le casque. Et même, il y a des communes, je crois, qui ont verbalisé des automobilistes dont la vitre était fermée, parce qu'ils n'avaient pas le masque à l'intérieur de la voiture. Mais là, c'est du délire profond. Il n'y a aucune base scientifique. C'est du grand n'importe quoi. Et puis, je pense que maintenir toute une population, parce que ils nous l'ont dit, ils ont dit qu'ils allaient nous laisser le masque pendant des semaines, des mois. Même, il y a des experts infectiologues qui ont dit qu'il y en a pour 1 an et demi, 2 ans, parce que ils veulent obliger tous les Français à porter le masque pour les faire craquer, pour qu'ils supplient pour avoir le vaccin. Bon, pour moi, ça paraît clair. Hein, oui, vous, voilà ce que j'allais vous poser. Oui, pourquoi cette imposition du masque? Vous vous rendez compte que tous les jours, porter ça, je pense que c'est mauvais pour la santé, la langue de respirer. On peut pas. C'est important quand on exhale de l'air, on exhale aussi des impuretés, c'est important de pouvoir respirer à l'air libre, mais se confiner comme ça avec un masque toute la journée, ça n'a strictement aucun sens. Autant c'est utile si vous êtes soignant, vous avez un malade devant vous, moi je suis le premier à dire oui, il faut mettre des masques. Mais là, on rentre en plein délire. D'ailleurs, la France est un des rares pays qui est aussi autoritaire. D'ailleurs, la France est malheureusement le record du monde de la létalité, c'est le nombre de décès sur le nombre de cas. C'est terrible, hein, parce qu'on dit la Belgique a eu beaucoup de mortalité. Oui, mais la létalité, c'est la France. Hein. Il y a une petite nuance, on y reviendra si vous voulez. Oui. La France a un bilan totalement catastrophique. Et la France est le seul pays qui a interdit l'hydroxychloroquine. Mais j'ai jamais vu ça dans l'histoire de la médecine, qu'un État se permette de dire aux médecins, vous n'avez pas le droit d'utiliser tel l'interdiction de prescription. Oui, mais c'est le droit fondamental du médecin. C'est un scandale monstrueux. Et alors, les États-Unis l'ont fait un peu. Au début, Fauci, avec l'agence du médicament américaine, il ne faut pas donner la chloroquine. Après, Trump, pourtant, d'habitude, je ne suis pas trop pour Trump, mais là, il a bien joué sur ce coup-là. Il a dit oui, il faut la donner. Puis après, Fauci a repris le pouvoir en disant on l'interdit de nouveau. Donc, on voit qu'aux États-Unis, les résultats ont été un peu mitigés à cause de ça. Mais à part les États-Unis et la France, tous les autres pays ont été en libre prescription. Il n'y a aucun pays qui a interdit. Il y a des pays qui ont même recommandé. Tous les pays qui ont recommandé massivement l'utilisation, ils ont des taux de létalité minimes de 2, 3, inférieurs à 5%. En France, on était à 18,5%. Donc tout ça, maintenant, c'est démontré. En plus, quand on me dit quelquefois, ça y est, l'hydroxychloroquine, j'ai rigolé l'autre jour, il y avait un expert sur le plateau, puis le journaliste sur BFM, je ne sais plus qui dit, mais alors maintenant que l'hydroxychloroquine, c'est fini, qu'est-ce que vous allez faire dans la vie là? Je dis, c'est fini, mais attendez, toutes les études montrent que ça marche. Comment on peut continuer cette désinformation? Et quand il y a, vous savez, cette étude frauduleuse dans le Lancet qui était rétractée, où ils avaient dit que la chloroquine, ça ne marchait pas, c'était toxique, tous les pays qui prescrivaient beaucoup la chloroquine, qui avaient une mortalité très faible, il y a des médecins qui, du coup, se sont dit, ah bah ouais, si une grande revue comme ça dit que ça ne marche pas, ils ont arrêté de prescrire. Ils ont cru cette revue. Parce que The Lancet, professeur, c'est une revue qui a pignon sur rue. C'est une grande revue médicale. C'est une des 2 grandes revues médicales les plus puissantes et reconnues dans le monde entier. Donc, quand une revue comme ça dit arrêtez de prescrire, ça ne marche pas, c'est dangereux, il y a des médecins qui ont arrêté. Et ça a été analysé dans des dizaines de pays. Il y a eu un pic de mortalité pendant 2-3 semaines après la publication du Lancet. C'est extrêmement... suite à la parution, effectivement. Et après, quand il y a eu la rétractation, que c'était dit dans les médias que c'était une fausse information, les médecins ont represcrit, on a vu la mortalité repartir à la baisse. Donc, c'est une preuve formelle que l'hydroxychloroquine marche dans le monde. Et ce n'est pas une coïncidence dans un pays ou deux, c'est dans des dizaines et des dizaines de pays, on a vu le même effet. Donc, les gens qui ont publié ça dans le Lancet devraient rendre compte de tout ça devant l'humanité, parce que
c'est quand même extrêmement grave de voir qu'on a joué avec la vie des gens, tout ça pour faire de l'argent pour l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est extrêmement choquant. Et on va en parler, ça va être le grand thème de la deuxième partie de l'émission, l'industrie pharmaceutique. Et professeur Christian Perron, merci d'être ici sur Putsch Live. Vous êtes très, très, très nombreux sur live. Merci de partager sur Facebook, également sur YouTube. Petit pouce bleu également. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui nous découvrent. Voilà, vous êtes sur l'émission Putsch Live avec professeur Christian Perron. Pour son livre, effectivement, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. J'ai une dernière question, moi, qui me turlupine. Je vais reprendre des mots de notre cher président ou quelques familiarités. Est-ce qu'il ne fallait pas fermer les frontières, finalement, professeur? À un moment donné, on a quand même infantilisé les Français en disant vous ne respectez pas les règles. Et on a vu quand même pendant tout l'été pas mal de nos voisins européens qui ont déferlé sur la France. Est-ce qu'il ne fallait pas le faire ça? Ce matin, j'ai eu en consultation une malade corse que je suis pour une autre maladie régulièrement, qui n'était pas venue pendant le confinement. Mais elle était très inquiète parce qu'elle a vu des bateaux entiers débarquer d'Italie quand il y avait toute l'épidémie en Italie, qui débarquaient en Corse tous les jours avec des milliers de gens. Il y a un foyer épidémique en Corse à ce moment-là. C'est vrai qu'il aurait fallu contrôler un petit peu les arrivées. Alors, ce qui était aussi un peu caricatural, c'est quand c'était normal que les autorités françaises rapatrient les Français de Chine qui étaient à Wuhan. Il y a eu deux rapatriements successifs. Il y en a eu un qui est arrivé à Carry-le-Roi, là près de Marseille. Tout au début. C'était fait dans les bonnes conditions. C'était un village vacances. Les gens étaient isolés. D'ailleurs, Didier Raoult et son équipe s'étaient proposés de monter dans l'avion pour faire les tests PCR. Je crois qu'on n'avait pas accepté qu'ils montent dans l'avion. Mais enfin, ils ont essayé de gérer ça. Les gens étaient isolés. Ça s'est bien passé. Puis après, il y a eu le rapatriement sur la base militaire de Creil dans l'Oise. Et là, on a dit aux gens, rentrez chez vous, ils n'ont pas été isolés. Et on a vu une énorme épidémie partir de l'Oise. Donc, je dis, je ne reproche pas ça aux militaires, ils étaient pour rien, les pauvres, on leur a dit d'aller chercher les gens. C'était pas toujours facile pour eux. Ils ont fait ça un peu pas au péril de leur vie, mais enfin, ils ont fait un gros boulot. Mais après que les autorités de santé n'aient même pas prévu le coup et laisser les gens s'éparpiller dans la nature, mais pour moi, c'était du grand n'importe quoi. Quand j'ai découvert ça, je dis, c'est pas possible, quoi. Alors qu'on voit que, par exemple, la Grande-Bretagne a pris des mesures drastiques. Rappelez-vous, il y a 2 semaines de ça, le ministre de l'Intérieur a dit vous avez 48 heures pour revenir en Angleterre, en Bretagne, et on a vu sur l'autoroute française de tous les Anglais quitter vite les hôtels et remonter rapidement pour être au shuttle à une heure précise. Finalement, on voit que certains pays ont pris des mesures très drastiques rapidement. Alors, c'est vrai que la fermeture des frontières était très efficace dans certains pays. Après, il y a l'histoire du confinement généralisé ou pas. Ouais. Les pays qui ont fait un confinement ciblé, c'est-à-dire autour des personnes fragiles qu'on a isolées, autour des cas, des gens qui avaient des symptômes et de leur entourage, et qui ont vraiment mis le paquet pour cibler, confiner ces personnes et sans confiner toute la population, ça a très très bien marché et les taux de mortalité ont été bien maîtrisés. Dans tous les pays comme la France ont confiné tout le monde en disant allez hop, tout le monde sous clé, restez chez vous, mettez le masque tout le temps, même sortez plus de chez vous parce que pendant des semaines et des semaines on n'est pas sorti. Ça a eu un effet finalement assez catastrophique et on a vu que ça a eu un effet il y a eu souvent une mortalité supérieure dans ces pays-là, montrant bien que quand on prend des mesures comme ça généralisées, sans discernement, ce n'est pas bon. Et bon, si on compare différents pays, on le voit bien aujourd'hui. Alors, on va attaquer le gros du sujet sur les laboratoires pharmaceutiques. Certains médecins, aujourd'hui, sur la gestion de la crise, vous posez énormément de questions. D'ailleurs, vous dénoncez, plus que ça, vous dénoncez. Professeur Christian Perron, on vous reçoit, je le rappelle, pour Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise aux éditions Albin Michel. Vous dénoncez, effectivement, que les médecins qui avaient des responsabilités nationales au conseil scientifique, pour le haut conseil notamment de la santé publique, cette crise puisse aussi avoir, pour certains, des intérêts avec des labos. Finalement, est-ce que ces gens-là auraient dû peut-être se rétracter ou ne pas participer? Alors, moi aussi, il y a longtemps, j'ai travaillé un peu pour des labos pharmaceutiques, j'ai été rémunéré, mais après, quand j'ai commencé de plus en plus à prendre des positions de responsabilité dans différentes agences, progressivement, j'ai arrêté mes liens avec l'industrie. C'était normal parce qu'on ne peut pas toucher de l'argent, et puis souvent, c'est des grosses sommes de l'industrie pharmaceutique. Et puis, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe, vous qui avez, par exemple, si vous siégez dans ce qu'ils appellent un board ou un conseil scientifique d'un labo, vous restez 2 heures, vous pouvez être payé 2 000 €. Quoi. Puis si vous faites des rapports un peu bidons, souvent le rapport est écrit par le laboratoire, non mais votre nom, vous êtes aussi payé largement. Donc il n'y a aucune indépendance, il n'y a pas un regard, voilà, on fait des non, après, normalement, vous devez le déclarer. Après qu'il y ait des liens d'intérêt, que
que des bons experts travaillent pour l'industrie pour développer des bons médicaments dans de bonnes conditions, je trouve ça correct. Je n'ai rien contre que des collègues travaillent pour l'industrie, je l'ai fait aussi. Mais après, quand on est dans des commissions, on va décider pour l'État, pour les Français, ou dans d'autres pays c'est pareil, qu'il faut prendre telle stratégie de traitement et pas telle autre, et qu'on a eu dans la poche plein d'argent du laboratoire sur une des molécules, on va évidemment casser l'autre molécule ou privilégier celle pour laquelle on a été payé. C'est comme ça, malheureusement, dans l'espèce humaine depuis longtemps. Et dans ces cas-là, ce n'est plus un lien d'intérêt, ça devient un conflit d'intérêt. Et normalement, dans toutes les commissions officielles. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé est très sérieuse. C'est une des commissions qui fait ça le plus sérieusement pour exclure les experts qui ont des conflits d'intérêts. Ce n'est pas fait de façon aussi stricte partout. Normalement, un expert qui a des conflits d'intérêts ne doit pas siéger dans une commission officielle. C'est pas parce qu'il est méchant qu'il est un mauvais médecin. C'est qu'il voilà, il a eu des liens d'intérêt, les a déclarés, mais il s'en va. Et quand je vois que les membres du conseil scientifique de l'Élysée sont toujours là et qu'Olivier Véran dit mais le lien d'intérêt c'est tout à fait normal, c'est légal. Oui, c'est légal, mais pas un conflit d'intérêt. C'est-à-dire que le ministre, c'est même pas la différence entre un lien d'intérêt et un conflit d'intérêt. C'est scandaleux. Ils sont toujours en place et ils continuent à prendre des décisions pour l'État. Et le Haut Conseil de la santé publique, c'est pareil. Vous savez, avant ça s'appelait le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, mais j'ai présidé la commission des maladies transmissibles pendant 15 ans. C'est moi, avec des collègues qui écrit les chartes de gestion des conflits d'intérêts, le règlement intérieur. Moi, quand j'étais président, j'ai arrêté il y a quelques années, à chaque session, à chaque réunion, je demandais, y a-t-il un conflit d'intérêts avec l'ordre du jour? Parce que les gens le déclaraient une fois par an, mais bon, il peut y avoir un sujet nouveau. Et si quelqu'un en avait un, il pouvait donner son avis, mais après, il ne participait pas au débat final, il ne participait pas au vote, c'était écrit dans le compte-rendu, voilà, professeur machin, il est en lien d'intérêt avec Sanofi ou je ne sais pas quel labo, donc il n'a pas participé au vote, et puis il y avait le nombre de votants, et tout ça était transparent, écrit. Quand on regarde les avis du Haut Conseil de la santé publique qui ont servi à Olivier Véran pour interdire la chloroquine, il y a eu 0 vote. C'était même pas la commission elle-même qui s'est réunie, c'était un groupe de travail où il y avait des gens du Haut Conseil, des gens qui n'étaient pas du Haut Conseil, personne n'a déclaré ces conflits. C'était du grand n'importe quoi et c'était totalement presque illégal par rapport à la façon dont ça doit se passer. Alors, après, le Conseil d'État qui a rejeté des recours faits par des avocats, il dit oui, mais il y avait une situation d'urgence, donc il pouvait se passer des règlements habituels. Alors là, je dis c'est totalement faux, parce que c'est quand même moi qui ai fait inscrire dans le règlement intérieur du Haut Conseil de la santé publique les procédures d'urgence. Quand il y a urgence qu'un gouvernement nous demandait, ça m'est arrivé plusieurs fois, un avis dans la journée ou dans les 24 heures, tout le monde ne pouvait pas se déplacer, mais on faisait une réunion téléphonique, on se mettait d'accord, on rédigeait un projet d'avis le jour même, qu'on envoyait à tout le monde par mail, il validait, il faisait un vote électronique, c'était envoyé au ministre le lendemain, mais il y avait un vote, il y avait une déclaration des conflits d'intérêts. Là, il n'y a rien eu. Et en plus, moi, j'aimerais bien voir les enregistrements des réunions, parce que soi-disant, s'il y a eu des réunions, dans la loi, depuis la loi Bertrand, toute réunion du Haut Conseil de la santé publique doit être enregistrée. Alors, ce n'est pas public, mais il y a la CADA, qui est la commission d'accès aux documents administratifs, où n'importe quel Français peut demander accès à l'enregistrement. D'accord, auprès de la CADA. Voilà, chaque citoyen peut le demander. Et en plus, moi, quand j'étais membre, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était obligatoire, c'était dans la loi, il y avait une personne qui tapait à l'ordinateur, qui faisait un résumé de tout ce qu'avait dit le professeur Machin a dit ça, le professeur Tartampion a dit ça, et moi, en tant que président, je validais le soir pour voir si elle n'avait pas fait d'erreur. Et alors ça, c'était pas public, la recommandation était publique, mais la discussion était enregistrée, sur une bande de magnétophone, enregistrée par écrit. Alors, ces documents-là ne sont pas publics, mais normalement doivent être archivés en cas de problème et accessibles à tout Français. Donc, moi, je demande à tout Français de demander à la CADA l'enregistrement et les comptes rendus des séances du Haut Conseil de la santé publique qui a fait interdire l'hydroxychloroquine. J'aimerais avoir ces enregistrements. S'ils n'ont pas eu lieu, c'est qu'ils étaient hors la loi. Et je ne comprends pas comment le Conseil d'État a balayé d'un revers de main les recours des avocats. Ce n'est pas normal, c'est hors la loi.
Ouais, donc effectivement, chacun est libre après d'aller faire cette demande auprès de la CADA à la demande du professeur Christian Perron. Merci. En tout cas, vous êtes sur Putsch Live. L'entretien continue. Là, on va continuer à rentrer dans le dur du sujet. Vous êtes très, 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 très nombreux sur le live. Merci beaucoup de votre fidélité pour ce grand entretien. On continue et on est toujours pour, bien sûr, ce livre-là. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Un livre qui cartonne, professeur. Vous cartonnez d'ailleurs au déplaisir de beaucoup. Voilà. Donc, on va parler après de tout ça. On continue. Alors moi, ce qui est intéressant, vous avez un peu évoqué le sujet, mais quand on lit ce livre-là, c'est une bombe, hein, effectivement, on a l'impression quand même que l'industrie pharmaceutique, elle pèse lourd dans les décisions politiques. Ouais, énormément, parce que l'industrie pharmaceutique est partout. Moi, vous savez, ça fait 20 ans que je me bats pour la reconnaissance de la maladie de Lyme chronique. C'est un énorme scandale dont on parlera peut-être une autre fois. Avec plaisir. Il y a eu énormément de corruption. Et avec un groupe d'experts du monde entier, on est allé à l'ONU, à l'OMS, à Genève, il y a plusieurs années, 2 années de suite, pour dénoncer cette corruption. D'ailleurs, on a fait des rapports écrits, publics. On n'a jamais été démentis, hein, parce que les gens qu'on a attaqués, ils ont pas bougé, parce que ce serait presque une reconnaissance de leur faute. Donc, ils sont restés silencieux, ce qui est une preuve qu'on avait raison, parce que sinon on aurait été attaqué aussi en diffamation. Et quand j'étais à l'ONU pour voir les rapporteurs spéciaux de l'ONU sur le sujet, malheureusement, l'ONU n'a pas vraiment pouvoir sur les États pour mettre de l'ordre. Ils ont reconnu, ils ont dit, bon, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire. Mais ils m'ont dit, et puis aux autres experts qui étaient présents, l'industrie pharmaceutique, ils le savent à l'ONU, je pense qu'ils sont informés, est la plus grosse source de corruption dans le monde. C'est pas moi qui l'invente, c'est l'ONU qui me l'a dit. Bon, après. Mais là, on parle carrément de corruption. On parle carrément de corruption. Ah, de corruption, mais bien sûr, parce qu'ils achètent tout ce qu'ils veulent. Vous savez, un médicament coûte pas. Ce qui est cher dans les médicaments, c'est pas trop de fabriquer, c'est de faire les études cliniques pour montrer que ça marche. Hein, parce qu'il faut des milliers de patients sur plusieurs continents. Ça coûte, puis ils peuvent se planter. Quelquefois, un médicament, ils ont mis beaucoup d'argent, puis il est toxique, on est obligé de l'arrêter en cours de route. Mais une fois que le médicament est lancé, en général, une fois qu'ils ont les chaînes de production, ça ne coûte pas très cher à fabriquer, mais ils continuent quelquefois à le vendre très cher. Donc, ils font des marges bénéficiaires colossales. Ça se joue en milliards, hein, c'est pas... Donc voilà, il faut le savoir. Il n'y a pas beaucoup vraiment de nouvelles molécules révolutionnaires depuis des années. Si vous regardez dans le cancer, il y a vraiment des chimiothérapies qui marchent remarquablement bien, des cancers où les traitements sont magnifiques, sauvent des gens tous les jours, la radiothérapie, la chirurgie. Il y a des cancers, on sait très bien que les traitements ne marchent pas. Et vous avez un énorme business, ça se joue en milliards sur la planète. On impose aux gens des traitements alors on fait des études comparatives, tel produit versus tel contre tel produit. Puis finalement, j'ai eu des exemples dans ma famille, des gens qui avaient pris un traitement, d'autres qui ont refusé les traitements. Les délais de décès étaient à peu près les mêmes. Il y en a qui en ont bavé, qui ont eu des chimios terribles et qui ont rapporté à l'industrie, aux instituts du cancer. Et puis d'autres. Donc, je ne jette pas la pierre sur tous les cancérologues. Il y en a, ils sont super géniaux. Mais on voit qu'il y en a certains, c'est toujours pareil, c'est pas tout le monde. Heureusement, il y a d'excellents médecins partout. Mais certains sont manipulés pour des traitements, tout le monde sait qu'ils ne marchent pas très bien, mais qui sont des vaches à lait pour l'industrie. Je prends l'exemple du cancer, il y en a plein d'autres en médecine, mais c'est... On se dit quand même que cette urgence sanitaire, cette guerre dont notre cher chef de l'État a parlé, on aurait pu se dire, nous, profanes, béotiens, se dire, finalement, l'urgence est telle que peut-être que ça va légaliser, finalement, ça va aplanir tout ça et que le pouvoir en place va faire le maximum pour pouvoir prendre des dispositions fortes. Mais vous semblez dire qu'il y a eu des morts parce qu'on aurait pu éviter les morts. Vous le dites d'ailleurs, on aurait pu éviter beaucoup de morts dans cette maladie, dans cette pandémie. Pardon. Quand vous avez un traitement qui marche, que c'est prouvé dans des tas d'études, après qu'il y a des études frauduleuses ou bidons qui disent l'inverse, c'est la démonstration formelle, quand on compare même la mortalité entre les pays. Regardez le Portugal et l'Espagne, c'est quand même très proche. Le Portugal, dès le début, les autorités ont traité tout le monde à la chloroquine, ils ont eu très peu de morts. L'Espagne n'a pas fait de recommandations précises, c'était un peu vaseux pendant des semaines et des mois, ils ont une mortalité beaucoup plus élevée. On ne va pas me dire que l'Espagne et le Portugal sont deux pays complètement différents, sont des continents différents, avec des climats extrêmement différents, il y a juste une petite frontière qui les sépare. Donc, c'est clair et net. Quand on voit le Maroc, la Grèce, on peut dire, ça c'est le Sud, mais quand on regarde l'Europe de l'Est, la Pologne, la Tchéquie, ils ont eu des mortalités faibles. Ils ont traité tout le monde. La Russie était mal partie au début, ils avaient une épidémie qui flambait. Après, ils ont mis tout le monde à hydroxychloroquine, azithromycine.
La situation a totalement changé du jour au lendemain. Alors maintenant, il y a plein de publications qui sortent. Il y a eu des médecins de New York, les médecins italiens. Là, il y a une étude belge aussi. Il y a une étude au Bangladesh qui montre que hydroxychloroquine et azithromycine marchent de façon fantastique. Et on continue à nous dire là, dans les médias ou des experts, non, c'est toujours pas montré, toujours pas prouvé. Et puis il y a une soi-disant méta-analyse qui est sortie récemment avec c'est des petits jeunes qui ont fait ça, ils sont un peu plus qu'étudiants en médecine parce c'est des internes, ils sont en thèse de sciences, à la fois français, il y a un interne de Bichat et puis des Suisses qui ont publié une étude, mais qui est dramatique. Et puis en plus, ils se gaussent d'être des grands scientifiques. En plus, l'interne de Bichat, qui s'appelle Nathan, il travaille actuellement à l'Imperial College à Londres. L'Imperial College qui est largement financé par Bill Gates, c'est officiel, et qui a lancé l'idée qui a fait peur au monde entier en disant qu'il y aurait 500 000 morts en Grande-Bretagne, en France. Donc, quand on travaille à l'Imperial College, on est sous influence. Or, quand vous lisez l'article qui a été publié tout récemment, dans la section conflit d'intérêt, il y a marqué aucun conflit d'intérêt personnel ou institutionnel. Ils ont fait une faute grave, ils n'ont pas déclaré qu'un des auteurs travaillait pour l'Imperial College. Donc c'est un conflit d'intérêt institutionnel. Je ne dis pas que lui, il s'est mis de l'argent dans la poche, mais il travaille avec une institution qui a eu des intérêts financiers qui pouvaient jouer. Et on joue à ce point-là avec nos vies, professeur. Malheureusement, oui. C'est pour ça que je sais que je prends des coups, mais moi, j'en peux plus. J'ai quand même beaucoup d'expérience dans le domaine. Il y a toujours eu un peu d'influence, de corruption, ça a toujours existé dans l'histoire. Mais là, ça prend des proportions planétaires. C'est maintenant avec Internet, avec des puissances supranationales qui sont plus riches quelquefois que les États. On s'aperçoit qu'on est complètement manipulé. Et puis, il y a beaucoup de gens qui suivent le flux, surtout quand ils ont des intérêts personnels, ça les arrange aussi, et qui ne se posent pas de questions. Regardez les grands journaux médicaux, on parlait du Lancet, le New England Journal, c'est les plus grands journaux médicaux. Moi, quand j'ai écrit mon livre « La vérité sur la maladie de Lyme » il y a quelques années, c'était en janvier 2017 quand il est paru, je disais que ces grands journaux publiaient des études qui étaient erronées sur la maladie de Lyme, faisant croire que les traitements ne marchaient pas. Je savais très bien que ces études avaient été sous influence de lobby. Quand j'ai dit ça, on m'a dit « Oh, t'es un complotiste ». Et pourtant, la rédactrice en chef du New England Journal, il y a plusieurs années, a démissionné avec perte et fracas. Il avait fait un pamphlet dans le New York Times en disant « Mon journal est pourri, c'est infiltré par l'industrie pharmaceutique, beaucoup d'études sont fausses ». Même chose, le rédacteur en chef du Lancet, mais je ne comprends pas pourquoi il est toujours là, lui. C'est bizarre parce qu'il a fait un pamphlet en 2016 en disant « Mon journal est pourri », puis il est resté comme rédacteur en chef. Il continue à publier des études frauduleuses. Après, il dit « Ah oui, c'est pas bien ». Bon, ça c'est bizarre qu'il soit toujours là, mais même au mois de juillet, l'ancienne rédactrice en chef du New England Journal qui avait démissionné, elle a refait tout un article aux États-Unis pour dire tout ce complot mondial pour démolir la chloroquine, c'est un complot organisé avec la complicité des grands journaux pour démolir un médicament pas cher, pour faire la promotion, soit du Remdesivir, qui est le médicament très cher et qui ne marche pas, de Gilead, ou le vaccin. Oui, alors je voudrais qu'on continue à parler là-dessus. Il y a eu, ce week-end notamment, plusieurs manifestations anti-masques. Il y a eu en Allemagne, à Berlin notamment, il y a eu à Zurich, il y a eu à Londres, il y a eu d'ailleurs au Québec aussi, au Canada, je crois. Ça vous inspire quoi, vos professeurs? Et d'ailleurs, je finis là-dessus, mais c'est fait que quand j'ai fait la revue de presse ce matin et depuis quelques jours sur les manifestations, on y lit dans certains papiers ou certaines bouches qu'il y a toujours un petit fond complotiste là, d'une espèce de poussée complotiste des gens qui ne veulent pas absolument mettre le masque. Est-ce que finalement, ce sont des gens aussi qui en ont marre? Est-ce que pour vous, qu'est-ce que vous avez, vous? Moi, je pense que la population a du bon sens. Ils se rendent compte qu'on les a manipulés, qu'on leur raconte n'importe quoi, que l'épidémie est en train de perdre de sa virulence. On ne va pas imposer de mettre des masques chaque année quand il y a un virus respiratoire qui tue 10 personnes par... je ne dis pas que c'est malheureux pour les 10 personnes, mais malheureusement, ça arrive en maladie infectieuse. Donc déjà, je dirais, toutes les personnes dans la population, même ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'études, ils sont pas idiots, ils sont très intelligents, ils comprennent déjà qu'ils n'avaient peut-être pas compris au début, mais là, ils sont en train de voir qu'il se passe quelque chose. Après, il y a les médecins.
Je ne parle pas de quelques médecins hospitaliers qui baignent dans le milieu de l'industrie pharmaceutique, qui sont grassement rémunérés, qui vont continuer à dire qu'il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis en contact tous les jours avec les médecins généralistes. Les médecins généralistes ont fait un travail formidable pendant cette pandémie. On s'est foutu de leur gueule, on ne leur a pas donné de masque, ils étaient démunis, on leur interdisait de prescrire le seul médicament qui marchait. On leur disait, d'habitude, vous n'avez pas le droit de prescrire le Rivotril, c'est un produit très dangereux, mais là, allez-y, vous pouvez le prescrire pour raccourcir la vie des gens. Oui, parce que le Rivotril, c'était un scandale aussi. Ben oui, et les généralistes, ils sont révoltés. Moi, ils m'écrivent tous les jours. Et quand on regarde dans les autres pays, c'est parti de mouvements de médecins généralistes, en Allemagne, aux États-Unis. Mais après, il y en a qui l'ont payé cher. Là, par exemple, celle qui a organisé les manifestations de médecins aux États-Unis, elle a été virée de son hôpital, elle a été censurée sur les réseaux sociaux. Mais là, je suis content parce que j'ai appris qu'elle est en train de publier une étude pour démontrer que l'hydroxychloroquine marchait bien. Mais moi, je pense que maintenant, il y a un réveil des populations et que ce n'est qu'un début. Donc, je l'espère en tout cas, parce qu'on ne va pas continuer à se laisser manipuler comme ça. Parce que là, après, ce n'est plus médical. Hein, c'est ça. Pour vous, on passe peut-être politique maintenant. Oui. C'est ça. Vous pensez que finalement, cette mesure de port du masque obligatoire, aujourd'hui, c'est politique pour vous oui, je pense que c'est politique parce qu'on veut faire peur aux gens pour d'autres raisons. Parce que vous, pour le coup, parce qu'il y a une certaine unanimité dans le corps médical sur le port du masque à l'extérieur. Beaucoup disent, bon, mais ça ne sert pas à grand-chose finalement. Du moins, la plupart des gens que je connais qui ont un petit peu de jugeote, ils le disent. Après, il y en a qui n'osent pas le dire publiquement parce qu'ils ont peur d'être attaqués. Mais quand vous regardez, moi j'ai vu des photos, même pendant le confinement, vous voyez des gendarmes avec les jumelles qui voyaient 2 personnes toutes seules avec leur chien au milieu d'une plage et qui allaient les arrêter. Ça n'a aucun sens. Après que dans des endroits un peu confinés, des magasins, il y a beaucoup de monde, on dit encore aux gens portez un masque quand vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de gens. Je ne suis pas contre, mais il faut raison garder. C'est pas le masque partout dans la rue toute la journée, ça devient insupportable. Alors, il y a une question qui me semble aussi importante. Il nous reste encore 10 grosses minutes. Nous sommes avec le professeur Christian Perron. N'hésitez pas à liker ce live, le partager. Voilà, le livre « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise » aux éditions Albin Michel. C'est un carton de vente. Donc, n'hésitez pas à aller vous le procurer. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Voilà, on continue là-dessus. N'hésitez pas à liker ce live sur Facebook, le partager également sur YouTube, sur Twitter. Abonnez-vous à la chaîne Putsch Live et un petit pouce bleu pour faire monter les audiences. Merci beaucoup. Professeur, on continue. Il nous reste 10 minutes. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, la parole du corps médical, des spécialistes, ce qu'on appelle des pontes, n'en a pas pris un coup, quand même? Moi, je pense que la parole du corps médical en a pris un sérieux coup. Et malheureusement, moi, je faisais partie aussi des pontes ou des gens influents. Mais j'ai toujours cherché à garder une certaine éthique et je m'aperçois que des collègues, et ce n'était pas le cas des collègues plus anciens, peut-être qu'il y en a qui travaillent avec l'industrie, mais gardaient une certaine éthique. J'ai l'impression qu'il y a une dérive depuis quelque temps et surtout, il y a eu une gigantesque machine qui a été mise en place par l'industrie, de ces études soi-disant randomisées, tirage au sort pour évaluer le produit Bonux et le produit Pexitron, avec la complicité de tous les collègues qui reçoivent beaucoup d'argent. Parce que moi, j'ai des collègues dans le domaine du VIH, ils ne font pas grand-chose, hein. Ils sont à la tête d'études cliniques, on compare 2 produits. C'est le laboratoire pharmaceutique qui met toute la logistique, qui paye tout, qui les techniciens d'études cliniques qui rendent toutes les données sur l'ordinateur, qui écrivent l'article, et après on met leur nom en premier auteur sur le New England Journal of Medicine ou sur le Lancet. Après, ils ont des dizaines d'articles, on dit lui, c'est un grand chercheur, il est très brillant. Alors qu'en fait, il ne fait pas grand-chose. Et puis, il touche beaucoup d'argent à chaque article. Vous démystifiez, professeur, là. Ben oui. Vous démystifiez les signatures, finalement, au bas des grandes études prestigieuses. Il y a des signatures tout à fait justifiées. Ce n'est pas généralisé, mais sûr. Ça s'appelle, en anglais, ils appellent ça des ghost authors, les auteurs fantômes. On prend un grand professeur qui a pignon sur rue, et puis on le rémunère largement pour juste mettre son nom sur un article qui était entièrement écrit par l'industrie. Et alors, il y a des industriels très honnêtes, hein, c'est pas généralisé tout ça, mais moi j'ai rencontré des gens qui entraient dans l'industrie pharmaceutique au plus haut niveau en France, dans le monde, qui sont retraités maintenant. On dit, vous savez, monsieur Perron, dans le labo, quand je travaillais, que le test n'était pas totalement significatif, le patron nous a supprimé un sous-groupe de patients qui gênaient un peu, puis voilà, comme ça devenait significatif, puis ils envoyaient ça dans un journal, c'était publié, ils avaient l'autorisation de mise sur le marché par l'agence du médicament. Moi, je ne vais pas donner leur nom parce qu'ils m'ont
m'ont confié ça. Je ne vais pas les trahir, mais je sais que ça a existé et ça m'a été confirmé par plein de gens qui ont travaillé dans l'industrie. Mais ça ne se voit pas de l'extérieur, parce que comment voulez-vous vraiment vérifier des données qui sont des ordinateurs quand ça a été bidouillé, vous ne le voyez jamais. Et il n'y a pas que moi qui le dis, on peut dire que je suis mauvaise foi, un complotiste, c'était confirmé par le rédacteur en chef du New England Journal of Medicine, du Lancet. Ils ont dit c'est pareil, les études, pas toutes bien sûr, il ne faut pas généraliser, mais certaines études publiées par l'industrie sont totalement bidonnées. Ça veut dire finalement qu'on est en train de détruire, ou du moins de sacrifier la santé publique, la santé de nous tous et de nous toutes, sur l'autel finalement du profit, de l'unique profit, une espèce de serment d'hypocrite finalement. Voilà. Donc, ceux qui sauvent l'honneur de la médecine, c'est les médecins de terrain, c'est les généralistes, tous les spécialistes partout, qui sont très choqués aujourd'hui. Malheureusement, c'est un tout petit groupe, hein, c'est quelques dizaines dans une discipline, c'est quelques centaines avec plusieurs disciplines dans un pays. Qui, malheureusement, ont entraîné toute la médecine dans une voie qui n'est pas la bonne et qui entraîne les étudiants. Parce que maintenant, on apprend aux étudiants que si une étude ou même une situation en médecine n'est pas publiée dans une étude dans le New England Journal ou le Lancet, ça n'existe pas. Et on met à la poubelle des pans entiers de la médecine, des vieux médicaments qui marchaient très bien, sous prétexte que ça n'a pas été évalué contre placebo et publié dans le New England Journal. Et ça, je suis scandalisé parce que c'est une déviance grave de ce qu'on a appelé la médecine basée sur les preuves. C'est les Canadiens qui avaient inventé ça il y a pas mal de temps, qu'on appelle en anglais evidence-based medicine ou médecine factuelle par les Canadiens. Et quand vous interrogez un médecin maintenant à l'hôpital, c'est quoi la médecine basée sur les preuves? C'est uniquement le Lancet et les grands journaux. En fait, les Canadiens, quand ils ont décrit ça, ils ont dit qu'il y a 3 points fondamentaux pour décider pour un médecin. Un, les publications. Si dans un domaine médical, les publications sont parfaites, ben on en tient compte et c'est parfait. Il y a plein de domaines de la médecine, il n'y a pas de publications solides parce que faire des publications randomisées, tout ça, tirage au sort, ça coûte très cher. C'est des millions de dollars ou d'euros. Il n'y a que les industriels qui se permettent ça parce qu'on n'a plus de fonds publics. Donc, s'il n'y a pas une grosse molécule en jeu, il n'y a plus d'études. Donc, ce n'est pas publié. Donc, soit des maladies rares, il y a très peu de données. Le deuxième élément de la décision, c'est l'expérience du médecin. Un vieux patron qui a 20 ans, 30 ans d'expérience, qui dit, voilà, moi j'ai soigné des milliers de patients pendant 20 ans, voilà ma pratique. À l'époque, on l'écoutait. On disait, bah, super, même si ce n'est pas publié dans un grand journal. Il était même écouté dans les instances de recommandation officielles. Maintenant, on s'en fout. On dit, ouais, tu as publié? Non, bah alors, poubelle, ton expérience, on s'en fout. Ça, c'est scandaleux. Et puis, alors, le petit détail, mais c'est le 3e élément fondamental de la médecine basée sur les preuves, c'est le malade. Et maintenant, le malade, on l'a mis à la poubelle. C'est honteux. Il est où le serment d'Hippocrate? Un médecin doit dire à son malade, voilà, la situation est compliquée, voilà les données publiées, alors quelquefois elles sont excellentes, quelquefois elles ne sont pas bonnes, voilà mon expérience, voilà l'expérience de différents médecins dans le monde. Maintenant, c'est à vous de choisir. Et ce qu'on a oublié, c'est que en dernier recours, c'est le malade qui doit décider pour lui-même. Quand on voit l'exemple de l'hydroxychloroquine, le médecin lui dit, vous n'avez pas le droit, le malade, on dit, fermez votre gueule. Mais... Oui, parce que c'est un peu ce qu'on a dit. Hein. Voilà. C'est un peu l'impression qu'on a eue, du moins. Et là, c'est une trahison très violente des principes fondamentaux de la médecine et de l'éthique en médecine. Ouais. J'étais profondément choqué. Et j'espère que cette crise va permettre de remettre à plat tout ça, parce qu'on peut pas... Oui, ce que j'allais vous dire, professeur, pardonnez-moi de vous couper, mais finalement, on a l'impression que la crise sanitaire du Covid, cette pandémie, cette épidémie, finalement, a mis en exergue tout ce que vous dénoncez aujourd'hui, et qui existait, bien entendu, avant le Covid. Et oui, parce que quand j'ai écrit mon livre sur la maladie de Lyme, tous ces problèmes de journaux, de tout un tas de scandales, je l'avais déjà mis en avant, et je retrouve un petit peu les mêmes facteurs aujourd'hui. Et ça va se reproduire avec autre chose demain. Donc, et puis, quand on voit que le gouvernement est complice de tout ça, ce n'est pas eux qui vont le faire aujourd'hui. Donc, il faut qu'il y ait un changement politique. Mais on ne peut pas rester comme ça. Et d'ailleurs, les Français dans les autres pays, on voit, ils vont se révolter. À Berlin, il y avait un monde fou. Après, il y a des gens qui ont minimisé en disant c'est une réunion de néo-nazis. Ce n'était pas des néo-nazis. Oui, c'est ce que j'ai lu ce matin, effectivement, des néo-nazis qui ont voulu envahir le Reichstag. Quand il y a on n'y était pas, mais bon. Bob Kennedy Jr. qui est venu faire un discours magnifique, et c'était le peuple de base, c'était des médecins de base qui étaient là. Et on essaie de les discréditer. Alors, c'est un mouvement très pacifique, mais un peu de révolte populaire. Et de toute façon, ça va. À mon avis, ce n'est que le début, là. Oui, vous pensez qu'effectivement, les gens vont commencer maintenant à se rebeller, ou du moins à faire entendre une voix. Les gens ouvrent les yeux. Hein,
Ouais. Alors, il nous reste encore 5 minutes. Alors, j'ai une info qui vient de tomber là, Figaro. Le professeur Didier Raoult visé par une plainte à l'ordre des médecins. C'est une info Figaro, nos confrères de Figaro. La Société de pathologie infectieuse estime que le chercheur marseillais a enfreint 9 articles du code de déontologie médicale. La saga du professeur Raoult continue. Finalement, on a l'impression. Mais c'est honteux parce que Raoult, il a jamais diffamé personne. Il a publié ses résultats. Et il a montré qu'il y avait moins de morts à Marseille qu'ailleurs. Et on lui reproche. Évidemment, les autres sont furieux de voir qu'il avait raison. C'est violent pour un médecin qui a dit partout qu'il avait raison, puisqu'il publiquement c'est connu qu'il a touché beaucoup d'argent, et de voir que finalement il y a peut-être eu plus de morts dans son service qu'à Marseille. Donc tout ça, ça peut. D'un point de vue éthique, c'est même scandaleux. Je ne pense pas que le Conseil de l'ordre des médecins puisse suivre ce genre de choses. Ça m'étonne parce que, honnêtement, connaissant bien Didier Raoult, donc une personnalité pas toujours facile, il a jamais enfreint, il n'a jamais diffamé, il n'a jamais enfreint le code de déontologie. Mais ça, c'est des réactions un petit peu. Je crois qu'il y a eu un tel coup de pied dans la fourmilière que tous ses collègues sont un peu aux abois, ils sont perdus, ils cherchent à se raccrocher à n'importe quoi pour contre-attaquer. Mais honnêtement, là, je pense que là, les Français ne vont pas suivre, et surtout les médecins ne vont pas suivre. Il faut bien voir que le Conseil de l'ordre, c'est le représentant de tous les médecins de France. Et 99% des médecins de France sont révoltés aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le petit 1% de médecins hospitaliers là, de la Société de pathologie infectieuse qui vont faire la loi. Moi, c'est mon opinion. Hein. Et en tout cas, je ne vois pas en quoi, il faudrait me montrer des faits, en quoi Raoult aurait en quoi que ce soit cherché à porter atteinte à la réputation de ses collègues. Il a simplement dit, voilà ce que je fais à Marseille. On lui a dit, c'est pas possible, vous êtes un fou. Non, moi je pense que c'est les autres qui devront rendre des comptes devant l'histoire. Alors, encore 2 petites questions. Vous pensez, une question qui me vient comme ça, professeur Perron, vous pensez qu'il pourrait y avoir une manifestation, un mouvement social de médecins finalement, suite à ça, la sortie... Moi, je ne veux pas mettre en tête de tout, parce que j'ai pris pas mal sur la figure. Et on va en parler pour finir. Mais je pense que, moi, je connais des médecins qui commencent à se dire, est-ce qu'il ne faut pas s'organiser pour faire part de notre révolte publiquement ? Après, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Il y aura des mouvements probablement dans différents pays. Peut-être il n'y a pas longtemps, il y avait les médecins allemands qui sont allés en Espagne, ils commencent à collaborer avec des médecins aux États-Unis dans différents pays. Il est possible qu'il y ait un mouvement international aussi de médecins qui commence à dire stop. Alors, dernière question, la question média. Vous avez été énormément pris à partie depuis que vous êtes monté au créneau, professeur Christian Perron. On lit sur vous beaucoup d'encouragement. D'ailleurs, dès qu'on a communiqué sur l'émission ce matin, on a reçu beaucoup de messages, beaucoup de retweets. Les gens vous soutiennent, les gens qui nous suivent, la communauté qui nous suit, on les remercie. Mais vous avez été extrêmement attaqué par des confrères complotistes, toute une série d'adjectifs qui ne font pas plaisir à entendre. Vous, professeur, vous réagissez comment quand vous traitez de complotiste par les confrères ? J'adore ce mot de complotiste. Avant, je l'entendais que je suis complotiste. Je n'ai pas vu son nom dans la poche, dans l'enveloppe, qui m'a envoyé un t-shirt à l'hôpital en disant « Je pense, donc je suis complotiste ». J'aurais dû le mettre aujourd'hui, mais j'ai trouvé ça très sympa parce qu'en fait, on s'aperçoit que ce mot de complotiste est utilisé par des gens qui n'ont aucun argument scientifique, qui ne savent pas comment répondre à la situation, qui sont un petit peu en panique, et pour essayer de vous discréditer, vous dire bah, « lui, c'est un dangereux complotiste ». Est-ce que ce n'est pas le point Godwin, finalement, de dire on s'arrête de discuter avec quelqu'un parce qu'on le discrédite intellectuellement. C'est de dire bon, il n'est pas crédible parce qu'il est complotiste. Mais complotiste, ça veut dire quoi ? Moi, tout ce que je dis, c'est pour ça que je pense que je peux continuer à parler. Même dans mon livre, il n'y a pas eu de diffamation. Tout ce que je dis est sourcé. Quand je mets les références tout le temps dans ce que je dis sur mes affirmations sur la chloroquine, sur tout ça, il y a les publications scientifiques. Moi, ça me fait rigoler maintenant quand il dit que je suis complotiste, c'est n'importe quoi. Alors, nous, on vous reçoit avec beaucoup de plaisir. Dernière question média et après on arrêtera. Merci en tout cas, professeur, pour être venu sur l'émission. Ce livre, Rachel Albin, Michel, y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ? C'est un carton dans les ventes. Donc n'hésitez pas à aller le lire. C'est explosif, c'est passionnant, c'est bien écrit. C'est vraiment tranchant. C'est tranchant, un livre très tranchant. Dernière question. Quel rôle ont joué finalement les grands médias mainstream dans cette crise-là ?
en France? Ah, Sans citer de nom, mais concrètement, quel est votre regard là-dessus après moi, je trouve que les grands médias sont quand même sous influence de la publicité, de lobbies commerciaux. Alors, je ne suis pas dans le détail, mais on sait qu'il y a des journaux qui ont touché aussi de l'argent, de Bill Gates, tout ça, qui n'est pas innocent dans toute cette affaire par derrière. Donc, je ne veux pas accuser tel ou tel média. Puis les médias aussi ont toujours peur de se faire embarquer. C'est difficile pour un journaliste. Moi, je me mets à la place des journalistes. Moi, les journalistes sont des gens très bien, à part que peut-être quelques exceptions qui sont un peu bizarres, mais la plupart des journalistes sont des gens sérieux. Quand ils voient des médecins qui s'écharpent sur un plateau, comment un journaliste peut savoir qui a raison? Donc, je comprends qu'ils hésitent, qu'ils ne s'emballent pas pour une partie ou pour l'autre. Donc, mais moi, je pense honnêtement que, côtoyant des journalistes régulièrement, que de plus en plus, il y en a qui ouvrent les yeux. Après, il y a la ligne de rédaction du journal qui est pas toujours, où ils ne peuvent pas toujours faire ce qu'ils veulent. Oui, parce que parfois certains sont cornaqués. C'est Voilà, coercitif, voilà. une rédaction. C'est Mais, pas le cachet Putsch, d'ailleurs, parce mais- qu'on vous reçoit selon l'entretien. les journalistes sont des gens intelligents et je pense qu'ils sont en train de voir qu'il se passe quelque chose. Et moi, je suis assez optimiste. On voit que ça bouge un peu dans les médias quand même. Hein. Oui, mais il y avait quand même, au moins sur le pluralisme des voix, alors, à mon avis, est-ce qu'on a vraiment reçu en permanence pour les pros hydroxychloroquine et ceux qui étaient contre Remdesivir? Ça, c'est à vous de me le dire. Ce qui m'a beaucoup choqué, Ouais. c'est que dès qu'il y avait un article anti-chloroquine, ça faisait le buzz sur tous les médias pendant 8 jours. La chloroquine est enterrée, ça fait pchit, c'est terminé. Et quand il y avait toutes les semaines un article pro-chloroquine qui sortait, personne n'en parlait. Là, je dis, c'est pas possible, quoi. C'est la manipulation de l'information, parce que, et on l'a encore vu récemment. Une toute dernière question, parce que je trouve que c'est intéressant. Professeur Raoult, il a été très rapidement adulé, pratiquement par une grande majorité de Français, ou beaucoup de Français, on va dire. Vous, depuis que vous êtes sorti du bois et que vous tapez très fort là-dessus et que vous argumentez que vous sortiez ce livre, idem, vous nous le dites, vous recevez beaucoup de messages. On l'a vu, nous, quand on a préparé l'émission, qu'on l'a annoncé, beaucoup de retweets, beaucoup de messages, beaucoup de gens intéressés. D'ailleurs, vous êtes très nombreux sur ce live. Ça dit quoi, finalement, notre société, professeur? Moi, ce qui me fait plaisir, j'ai peut-être reçu en plusieurs mois peut-être 10 lettres d'insultes, mais pas plus. Mais j'ai reçu des milliers de lettres de félicitations. Donc, je pense que ça représente ce que pensent les Français aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, professeur Perron, d'avoir accepté notre invitation dans les locaux de Putsch, un format long, un format qu'on aime bien aussi. On a reçu, professeur, pour ce livre-là, Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise aux éditions Albin Michel? N'hésitez pas à aller lire ce livre, c'est vraiment explosif, c'est tranchant, vraiment à lire. Ça donne un autre regard aussi sur cette crise sanitaire. Professeur, on vous recevra très prochainement. Vous venez quand vous voulez, vous êtes le bienvenu. Voilà. En tout cas, on vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir suivi Putsch Live. On se retrouve, nous, dès vendredi soir avec la grande interview de Thaïs Descuffon de Génération Identitaire qui nous parlera de son engagement politique. Merci beaucoup, bonne soirée. Bye bye, vive la démocratie. Salut.